20h, bienvenue. Merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. Leur action doit s'étendre sur l'ensemble du territoire national, conformément à notre programme de gouvernement pour une Côte d'Ivoire solidaire. Les 14 ministres-gouverneurs ont été reçus par le président Alassane Ouattara hier mardi. Le point de la rencontre en début de journal. La lutte contre la corruption franchit un nouveau cap dans l'administration publique ivoirienne. Le ministère de la fonction publique met l'accent sur le rôle des inspecteurs généraux. Ils ont la charge d'élaborer des outils de promotion de l'éthique et de déployer des programmes de formation et d'information des agents de l'État. Le ministère des Transports, à travers la coordination de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025, enregistre une baisse de 30% des accidents de la circulation. Les structures du transport routier ont fait un bilan de la campagne nationale de sensibilisation démarrée il y a un mois. Et puis en France, au 6e jour du procès des attentats du 13 novembre 2015, le principal accusé, Salah Abdel-Salam, s'est exprimé sur les motivations du commando qui a tué 130 personnes il y a 6 ans. Bonsoir à tous. Ils sont au nombre de 14. Les ministres-gouverneurs ont été reçus par le chef de l'État pour la première fois depuis leur nomination. Le président Alassane Ouattara est revenu sur leur rôle qui consiste, entre autres, à poursuivre le maillage territorial du pays et à relever les défis du développement équilibré. Chiram Kofi Abola. Ils sont accueillis en tant que ministres-gouverneurs de district autonome ce mardi au palais présidentiel. Au nombre de 14, ils sont venus échanger avec le président de la République, Alassane Ouattara, en présence de quelques membres du gouvernement. C'est la première rencontre du genre qui, pour ces ministres-gouverneurs, est comme une opportunité de recevoir leur feuille de route s'agissant de la mission qui est la leur. Je puis affirmer sans risque de me tromper qu'avec vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, les collectivités territoriales ivoiriennes sont en train d'écrire les meilleures pages de leur histoire. En effet, vous leur avez impulsé une dynamique nouvelle, en faisant d'elle des outils de base de la réalisation de votre ambition pour une Côte d'Ivoire développée de façon équilibrée et partagée. À votre appel, Excellence, Monsieur le Président de la République, ils ont tous répondu présents, tous prêts à écouter les orientations qu'il vous plaira de leur donner. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ma qualité de ministre de l'Intérieur, je serai le plus attentif afin que, bien imprégné de vos instructions, j'en suive la mise en œuvre par tous avec plus d'efficacité. En prenant la parole au nom de ses camarades, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, s'est montré rassurant quant à la détermination de chacun à œuvrer pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, tel que voulu par le président de la République, Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de tous les ministres-gouverneurs, je vous prie d'accepter notre profonde reconnaissance pour cet honneur immense qui est fait à chacun de nous de pouvoir continuer de travailler à vos côtés et aux côtés de Monsieur le Premier ministre, Jérôme Patrick Achi, chef du gouvernement, qui assure notre tutelle et qui nous encourage en permanence. Nos responsabilités telles que nous les entrevoyons ne rentrent ni en conflit avec quelque structure que ce soit, ni en compétition avec les institutions de l'État, mais favorisent pour ceux qui savent comprendre la complémentarité et l'optimisation. La fonction de ministre-gouverneur est un condensé de l'action gouvernementale, un instrument relais des aspirations profondes des populations du point de vue des actions concrètes sur le terrain et le reflet affirmé du chef de l'État de mettre en œuvre de manière directe et ajustée sa vision du développement de la nation dans toutes ses composantes vectorielles. Le chef de l'État, en ce qui le concerne, a indiqué ne pas avoir de doute sur la qualité des personnalités choisies comme ministre-gouverneur de district autonome. Votre nomination en tant que ministre-gouverneur est la reconnaissance non seulement de votre compétence, mais de cette expérience. Et aussi, je sais pour beaucoup d'entre vous,
votre connaissance des questions de développement local dans nos districts respectifs. Comme vous le savez, nous avons de grands projets d'infrastructure qui vont au-delà des régions. Et donc, il était tout à fait normal que nous ayons des personnalités d'expérience pour la coordination entre plusieurs régions. Madame et Messieurs les ministres-gouverneurs, les textes adoptés pour la création des districts autonomes, notamment les différents décrets d'application, précisent les missions et les modalités de fonctionnement du district autonome. Ces textes permettent d'éviter tout chevauchement dans les attributions des différents acteurs du développement local. Ainsi, je vous propose d'exercer vos missions et vos attributions dans le strict respect de celles dévolues aux autres collectivités territoriales et aux entités ou services déconcentrés. Les missions de suivi, de coordination, de supervision doivent être au centre de votre action dans vos districts respectifs. Le décret portant création de 12 districts autonomes, en plus des 2 autres d'Abidjan et de Yamoussoukro, a été pris le 29 juin 2021. Avec les ministres-gouverneurs à la tête de ces entités, le président de la République, Alassane Ouattara, aura chaque année au moins une réunion dite d'évaluation. Dans le domaine de la communication, la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays de l'UEMOA et de la Guinée a une rencontre avec le Premier ministre ivoirien. La régulation des médias en ligne, point majeur à l'ordre du jour. Sidonie Davila. Après 2 jours de travaux en vue de proposer des stratégies communes de régulation des contenus diffusés par les services de médias audiovisuels en ligne, les conclusions sont présentées au Premier ministre, Patrick Achi, pour qui la question de la régulation du secteur de la digitalisation est très importante, souligne la nécessité pour les acteurs d'anticiper. En même temps qu'il constitue une opportunité, il peut constituer également une menace aux libertés individuelles et publiques. Voilà. On souhaite avoir, je dirais, un environnement bien sûr ouvert, mais il faut que cet environnement soit sécurisé. Voilà. Sécurisé, c'est vraiment le mot-clé aujourd'hui de tous ceux qui utilisent la technologie pour pouvoir développer, je dirais, leur économie, leur pays, puisqu'aujourd'hui, le secteur tel que celui de la digitalisation, donc l'économie numérique, est l'un de ceux qui croît le plus au monde, ou qui contribue en tout cas à la croissance du PIB pour de nombreux pays. La mission, bien sûr, et les réflexions que vous venez, je dirais, de conduire là, entrent directement dans le champ de préoccupation des gouvernants que nous sommes, et notre souci, bien sûr, est de légiférer sur ces questions. Au cours des travaux, les membres de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée ont adopté, entre autres, des mesures consensuelles de lutte contre l'exploitation illégale des services audiovisuels via Internet. Pour les participants, c'est un colloque qui a porté ses fruits. Nous disons très souvent que les jeunes Africains, malheureusement, ne sont pas conscients qu'ils laissent des traces numériques de leur vie dans les réseaux sociaux. Et c'est extrêmement important, il faudrait les conscientiser. En plus du cadre réglementaire sur lequel nous réfléchissons, il y a des enjeux de sensibilisation extrêmement importants. Il y a également les fake news, que vous savez, qui impactent nos vies politiques, qui impactent nos systèmes politiques. Et sur tout cela, nous devons trouver des solutions. Nous avons, disons, élaboré une esquisse. Nous allons en faire une ébauche plus tard et peut-être, avant les rencontres de Ouagadougou, travailler vraiment sur un cadre légal qu'on peut appliquer dans nos différents pays. Aucune liberté ne peut être totale. Le régulateur, c'est celui qui fait appliquer des textes. Et nous sommes tous libres dans la limite des textes qui sont édictés donc, dans ce cadre-là. Il ne faut pas voir sans cela le gendarme, mais comme son nom l'indique, le régulateur, c'est celui qui permet de faire respecter donc, les règles de fonctionnement. Et aucun État, aucune organisation ne peut fonctionner sans règles. Les stratégies de régulation des services de médias audiovisuels en ligne est le thème du colloque international.
Et voilà, cela a été dit lors de cette rencontre avec le Premier ministre. L'essor des supports médias digitaux ne se fait pas toujours dans le respect des règles en vigueur. La réflexion sur la stratégie de régulation de ces services de médias audiovisuels en ligne dans les pays membres de l'UEMOA et la Guinée se donne donc pour mission de corriger cette situation. Franck Wadio. Le secteur de l'audiovisuel, depuis une vingtaine d'années, est confronté à la montée en puissance des médias en ligne, une source d'enrichissement qui n'est pas sans noter quelques abus, difficile aujourd'hui pour les régulateurs à toutes les échelles d'en maîtriser tous les contours. C'est que nous sommes confondus à une technologie que nous ne maîtrisons pas. Et ce n'est pas une particularité africaine. C'est partout dans le monde. Piratage et exploitation illégale des programmes audiovisuels, des données qui fragilisent l'action du régulateur selon Maître René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA, qui dans le cadre de la mise en œuvre de la plateforme des régulateurs audiovisuels de l'UEMOA et de la Guinée, initie un colloque sur les questions de stratégie pour une meilleure régulation de l'audiovisuel en ligne, une question cruciale bien appréhendée par les participants. C'est vrai qu'au Congo, il y a beaucoup de médias en ligne. Je dois vous avouer que c'est des médias en ligne que nous ne contrôlons pas. Être invité à cette réunion qui concerne avant tout au premier plan les régulateurs de l'espace UEMOA, nous espérons tirer profit pour que nous puissions agir autrement. Donc aujourd'hui, il nous faut non seulement réfléchir à comment réguler, n'est-ce pas, cet espace, mais également faire attention, ne pas avoir un cadre juridique coercitif. Je parle de l'Internet que tout le monde pratique, que vous pratiquez sur vos tablettes, vos ordinateurs, vos téléphones. Il n'y a pas de personne qui soit à l'abri des autorités de régulation, il n'y a pas de personne qui soit à l'abri des ayants droit, et il n'y a aucun crime qui soit commis sur Internet qui pourrait rester impuni. Ça, c'est un message qui est fort et qui doit être relayé. 2 journées de réflexion pour trouver des mesures consensuelles et une esquisse de cadre réglementaire. Nous pouvons adopter un texte sous forme de loi, donc législatif, ou sous forme de décret. En adoptant le texte sous forme de loi, nous poserons les grands principes directeurs de la régulation des médias en ligne, ce qui va obliger nos gouvernants à prendre aussi des décrets d'application de ces lois-là. Au nom du Premier ministre Patrick Achi, le ministre de la Communication et des médias Amadou Koulibaly a exprimé l'attente des gouvernants. La société, nos sociétés nous regardent. Mais pour les régulateurs africains que vous êtes ici, donc essentiellement de l'Afrique de l'Ouest, c'est le continent qui vous regarde. Parce que l'un de vos défis majeurs est de savoir ce que peuvent nos États face aux GAFA. Lorsque certains contenus inappropriés continuent à être présents et que nous n'avons quasiment aucun pouvoir pour les faire retirer. Selon le rapport digital 2020, le taux de pénétration d'Internet en Afrique de l'Ouest est de 36%. Les régulateurs africains s'activent donc pour mieux canaliser ce qui pourrait être perçu comme une boîte à Pandore, d'où la pertinence des conclusions à venir. La rencontre a pris fin ce soir. Il en ressort 9 recommandations, dont la mise en place d'un comité d'experts pour l'élaboration d'un cadre légal et la reconnaissance du statut officiel de la plateforme par l'UEMOA. Des images et une qualité sonore encore plus nette, c'est à cela que la RTI s'engage auprès de ses millions de téléspectateurs en passant en haute définition. Les travaux sont en cours et bien avancés. Serge Pacom Didi et Amadou Ouattara. La télévision en haute définition permet de bénéficier d'une qualité d'image et de son optimale. La radio-télévision ivoirienne RTI se prépare à se mettre à jour de cette révolution numérique. La télévision nationale passe très bientôt de la qualité actuelle à la haute définition. Le président du conseil d'administration et le directeur général de la RTI visitent les installations. L'UIT a imposé de nouvelles normes qu'on appelle HD à tous les médias audiovisuels. La RTI n'a pas échappé. Depuis plus d'1 an, le DG et ses collaborateurs sont au charbon afin de mettre notre groupe à cette norme-là, HD. Et donc, du matériel a été commandé et en plusieurs vagues successives. Il était bon, selon le rapport qu'il nous a fait, qu'on vienne aujourd'hui constater de visu ce qui a été amené et installé
nous sommes rassurés et nous avons bon espoir que d'ici fin novembre, le basculement en HD au niveau du groupe RTI aura lieu. Les responsables de la RTI promettent donc aux nombreux téléspectateurs des images et une qualité sonore encore plus nette. Et on s'intéresse à la redynamisation de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Une rencontre s'est tenue à Abidjan les 13 et 14 septembre dernier. Les 23 projets d'accord de coopération qui vont meubler la visite d'État du président sud-africain en Côte d'Ivoire en décembre prochain ont été examinés. Moussa Konaté. Le président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, va effectuer une visite d'État en Côte d'Ivoire. Une rencontre diplomatique avec son homologue ivoirien pour redynamiser les relations entre les deux pays. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le président de la République d'Afrique du Sud ont décidé que soit organisé au cours de l'année 2021, d'une part, la première session de la Grande Commission mixte ivoiro-sud-africaine et d'autre part, la visite d'État en Côte d'Ivoire du président sud-africain. Ces deux événements, sauf disposition contraire, se tiendront respectivement au mois d'octobre et au mois de décembre 2021. En prélude de ces rendez-vous diplomatiques, une réunion de haut niveau des ministères ivoiriens et sud-africains en charge des affaires étrangères. 23 projets d'accord qui vont servir d'instruments de coopération sont examinés, dont 16 proposés par la Côte d'Ivoire et 7 par l'Afrique du Sud. Nous avons eu à discuter d'accords, c'est-à-dire mémorandum de compréhension. Et ces mémorandums de compréhension couvrent pratiquement tous les secteurs économiques les plus importants pour nos deux pays. Et nous espérons vraiment que pendant la rencontre de nos deux présidents au mois de décembre, tous ces mémorandums deviendront des accords sûrs. Les deux États se sont engagés à travailler ensemble dans le domaine diplomatique, dans le domaine économique et dans le domaine de la coopération régionale et sous-régionale, et aussi sur le plan international. Donc c'est un engagement fort que les deux pays ont entrepris à l'effet de renforcer davantage la coopération. Pour rappel, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud entretiennent des rapports bilatéraux depuis 1992. Dans le secteur de la santé, le Sénat autorise de nouvelles réformes en conformité avec les dernières mesures de l'UEMOA. Il sera désormais possible pour les médecins non nationaux appartenant à cette zone sous-régionale d'exercer en Côte d'Ivoire. C'est le ministre de la Santé qui a présenté le projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. Pour accéder au Sénat, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, traverse le tunnel de désinfection. La Covid-19 sévit fortement actuellement. Les mesures barrières sont plus que jamais d'actualité. Ce pas franchi, Pierre Dimba, peut dérouler les raisons de sa présence. Il est porteur, au nom du président de la République, d'un projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Une organisation qui est à la croisée des chemins, qu'il faut remodeler dans son ensemble pour faire une ouverture aux médecins du public dans la gestion. Les réalités nouvelles dans l'espace UEMOA sont également à prendre en considération. Nous avons fait la réforme pour adapter le fonctionnement à la réalité du terrain. D'abord, la première innovation, c'est qu'on a supprimé les conseils départementaux. Parce qu'au niveau des régions, nous disposons donc d'un vivier important où on peut avoir des bureaux qui puissent vraiment animer l'ordre et surtout faire l'exercice du contrôle du métier de médecin. La deuxième innovation, c'est la libre circulation du personnel médical, mais spécifiquement les médecins, dans l'espace UEMOA. Vous savez, l'espace UEMOA est un espace économique où tous les citoyens doivent pouvoir circuler librement et exercer. Et il était important que nos tests s'alignent à cette directive. Le dernier élément, c'est que vous voyez, depuis 2014, un test de loi a été pris pour instaurer donc, la couverture maladie universelle, pour accroître l'accessibilité des populations aux soins de santé. Partout en Côte d'Ivoire, là où on se trouve, on doit pouvoir bénéficier des services de santé. Et donc, il est important que tous ceux qui exercent sur le territoire puissent être inscrits à l'ordre pour que les actes qu'ils posent soient couverts par l'ordre. En tout cas, les sénateurs membres de la Commission des affaires sociales et culturelles ont validé à l'unanimité
la réforme de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Place bientôt à la plénière pour son adoption définitive. Les autorités sanitaires continuent d'appeler au respect des mesures barrières dans la lutte contre le coronavirus. Elles invitent également à la vaccination qui est gratuite et volontaire. Le ministère de la Santé compte aujourd'hui 115 nouveaux cas de Covid-19. Je reprends donc. Le ministère de la Santé compte aujourd'hui 115 nouveaux cas de Covid-19, 101 guéris et 6 décès. À cette date du 15 septembre, 1556 cas sont encore actifs dans le pays. 1 620 480 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars au 14 septembre. Lutte contre la corruption dans l'administration publique. Le ministère de la fonction publique met davantage à contribution les inspections générales. Ils ont la charge de déployer des programmes de formation et d'information des agents de l'État, notamment sur les bonnes pratiques de gestion. Grace Kondo nous fait le point des conclusions. L'administration publique ivoirienne souffre de plusieurs maux liés à la corruption. Les agents qui sont chargés d'établir des actes, moyennant des pots de vin, peuvent établir des actes plus rapidement pour certains usagers que pour d'autres. Ça crée une inégalité entre les usagers. Il y a également les concours. Il y a toute la chaîne. Il y a bien sûr la structure qui organise, mais il y a les surveillants qui viennent d'autres secteurs. Il y a les correcteurs. Ce sont autant d'endroits où il peut y avoir la corruption. Pour changer la donne, les inspecteurs généraux des différents ministères sont réunis en atelier. Occasion pour le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance de faire le point sur la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se classe 104e sur 180 territoires à travers le monde et 20e en Afrique. L'administration publique est en première ligne dans le cadre de la lutte contre la corruption parce que c'est au sein de l'administration publique que cette corruption est négativement perçue et nous donne donc ce rang de 36 sur 100. Notre objectif, c'est d'aboutir dans les 12 prochains mois à au moins 50 sur 100 qui reste la moyenne au niveau mondial. Cette initiative du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration vise à impliquer les inspecteurs généraux dans la lutte contre la corruption. Au terme de cet atelier, je reste convaincu que les services d'inspection générale de nos ministères et institutions seront aptes à jouer pleinement leur rôle dans cette lutte commune contre ce mal pernicieux, véritable frein au développement des nations et à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Les premiers résultats attendus de cet atelier de réflexion devront être immédiatement perceptibles dans la qualité des relations avec les usagers clients grâce à la confiance légitime retrouvée. La rencontre sur la lutte contre la corruption s'inscrit dans l'acte 6 du schéma directeur de la réforme des finances publiques. Après un mois de sensibilisation pour la sécurité routière, les structures du transport routier dressent un bilan. Le taux d'accident est en baisse et les acteurs proposent une implication plus effective des parties prenantes afin de réduire l'incivisme sur les routes. Jean-Marc Djadji. Baisse de 30% des accidents de la circulation sur nos routes en un mois. C'est le bilan de la sensibilisation, phase 1, du déploiement de la stratégie nationale pour la sécurité routière 2021-2025. Conclusion validée par les acteurs impliqués dans la lutte contre l'incivisme routier. Satisfaits de cette campagne, les transporteurs et usagers de la route ont aussi fait part des problèmes, notamment la lenteur dans l'acquisition des documents administratifs et des abus de certains agents des forces de l'ordre. Les transporteurs dans leur ensemble ne rejettent pas la stratégie sectorielle de la sécurité routière. Mais les transporteurs ont tenu à relever un certain nombre de préoccupations au niveau des contrôles routiers. Nous avons constaté une multiplication des points de contrôle routier qui n'est pas conforme
le décret du gouvernement qui institue 33 points de contrôle routier. 65% des véhicules qui étaient empruntés par les usagers de la route, ça veut dire qu'ils étaient en insécurité totale. C'est-à-dire même en cas d'accident, vous ne pouvez pas être dédommagé parce que le véhicule n'est pas en règle. Le ministère des Transports s'engage à prendre des dispositions afin de faciliter la régularisation des immatriculations et production de cartes grises. L'institution exhorte pleinement les acteurs du transport routier à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'insécurité routière. On l'a vu que beaucoup de nos concitoyens sont partis pour faire proposer leur plaque. Donc en même temps, nous sommes conscients aussi qu'il faut prendre des dispositions pour que ceux qui avaient des reçus depuis longtemps ne puissent pas, n'est-ce pas, être pénalisés. On constate l'amélioration dans les comportements de nos concitoyens. Nous avons reçu au ministère des Transports plusieurs appels, plusieurs écrits nous encourageant. Lancée le mardi 10 août 2021, la campagne nationale de sensibilisation pour la sécurité routière a pris fin le lundi 6 septembre 2021. Le vendredi 10 septembre dernier, un hélicoptère de l'armée de l'air s'est crashé au cours d'une mission en zone frontalière nord, causant la mort des 5 membres d'équipage. Devant le drame, le chef d'état-major général des armées a porté le message de compassion et de solidarité de l'ensemble des forces de défense et de sécurité au quartier général de l'armée de terre à la base aérienne d'Abidjan. L'école militaire préparatoire de Bingerville a accueilli ce matin la cérémonie de passation de commandement entre le lieutenant-colonel Dao José Parfait, chef de corps sortant, et le colonel Bess Joseph Arthur. Ce dernier a reçu le drapeau de l'école des mains du chef d'état-major général des armées et il va en assurer la garde le temps de son commandement à Boussanogo. L'école militaire préparatoire technique de Bingerville a un nouveau chef de corps. De par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel Bess Joseph Arthur Olivier, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la Côte d'Ivoire. Et il prend ainsi les commandes de l'école en remplacement du lieutenant-colonel Dao José Parfait, nommé sous-directeur chargé de la pédagogie à la direction des ressources humaines au ministère d'État, ministère de la Défense. En recevant le drapeau de l'école des mains du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, le colonel Bess Joseph Arthur Olivier devient le 18e chef de corps de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, EMPT. Colonel Bess Joseph Arthur Olivier, je vous remets le drapeau de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Vous en assurerez la garde le temps de votre commandement. Prenant la tête de cette école, cet ancien enfant de troupe de la 43e promotion de 1982 à 1989 entend dans son ordre du jour numéro 1 mettre l'accent sur le respect de la discipline. Je m'engage à entreprendre une série d'actions devant mener l'école et ses fonctionnaires à leur plein rendement. Ainsi, un accent particulier sera mis tout d'abord sur l'amélioration des conditions de vie et d'études des élèves. Et enfin, sur la qualité de l'enseignement dispensé. Chers enfants de troupe, je voudrais vous ramener à notre devise, s'instruire pour mieux servir. Celle-ci devra vous guider tout au long de votre séjour dans cette école. Vos illustres prédécesseurs, anciens enfants de troupe, aujourd'hui ministres, directeurs généraux, chefs d'état-major, pour ne citer que les plus illustres d'entre eux, devraient vous inspirer. Le premier défilé de l'école, marquant la discipline et la soumission des troupes, sous le commandement du colonel Bess Joseph Arthur Olivier, a meublé cette cérémonie de passation de commandement.
Dans l'agriculture en Côte d'Ivoire, le projet de production intensive de maïs est en marche. Les producteurs visent un rendement de 8 à 15 tonnes à l'hectare contre 2 actuellement. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a procédé au lancement de l'opération. Kader Sogodogo. La production intensive de maïs en Côte d'Ivoire, bientôt une réalité. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, et les acteurs de la filière sont sur le terrain. Gogoko, nous sommes dans la sous-préfecture de Yamoussoukro. Ce site de 500 hectares sert de lancement de ce projet ambitieux qui consiste à produire plus sur une petite parcelle, passer de 2 tonnes à l'hectare à environ 15 tonnes. Le président de la filière, Maïs, y croit fermement. Nous voulons avoir une recherche de haute valeur ajoutée pour changer et corriger les impairs de nos prédécesseurs. Aujourd'hui, nous avons 7 millions de tonnes qui nous sont demandées par le continent asiatique. 1 500 000 tonnes pour la CEDEAO. Le marché intérieur, 1 500 000. Vous voyez, 10 millions de tonnes. Or, notre capacité de production, ce n'est qu'à 1 100 000 tonnes pour pratiquement 500 000 hectares. Et des rendements encore faibles, 2 tonnes et demie. Avec 7 millions de tonnes simplement, par rapport à l'importation, voilà 14 milliards de francs CFA que chaque 3 mois, l'interprofession maïs peut injecter dans les caisses de la Côte d'Ivoire. Pour réussir le pari de la croissance, des partenaires, il en faut. En la matière, Gomale Group, avec l'appui de banquiers et d'industriels, fait figure de bon office. Un pick-up, un camion de ramassage et une moto sont remis à Kobena Kwasi Adjoumani pour les mettre à la disposition de la filière maïs en vue d'équiper le site de Gogokro. Remettre au goût du jour les acquis du passé pour permettre au monde agricole de jouir des fruits de la croissance, tout en offrant un mieux-être à toute cette jeunesse rurale. La vision du gouvernement s'affiche. Nous sommes venus ici sur des espaces aménagés en son temps par le président Félix Houphouët-Boigny, qui avait une vision dont l'objet consiste à se mettre véritablement au service de nos producteurs. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara veut réveiller tous ces projets, parce que lui aussi, il s'inscrit dans la vision du président Houphouët-Boigny. À titre de rappel, la Côte d'Ivoire produit 600 000 tonnes de maïs par an. Le projet de production intensive qui va s'installer dans tout le pays fera à coup sûr exploser les chiffres. Sur la scène internationale, accusation d'abus sexuels contre les casques bleus gabonais de la mission de l'ONU en Centrafrique. Les Nations Unies ont décidé ce jour du retrait du contingent gabonais. Le ministère de la Défense du Gabon précise qu'une enquête a été ouverte par son pays, en plus de celle de l'ONU. Et puis le procès des attentats du 13 novembre 2015 en France. Au 6e jour, ce mercredi, le principal accusé, Salah Abdel Salam, s'est exprimé sur les motivations du commando qui a tué 130 personnes il y a 6 ans. Devant la cour, il a dit, et je cite, « On a attaqué la France, on a visé la population, des civils, mais en réalité, on n'a rien de personnel à leur égard. » Il réaffirme ainsi son combat contre la France. Voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci à tous de nous suivre sur RTI 1 et sur rti.info. Bonsoir et à demain.